Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, l'anti-sèche d'Amal Laoui, un zoom sur ce que l'école nous apprend de l'actualité. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. Actualité aujourd'hui qui est celle d'une commémoration. C'est ça, celle de la mémoire de l'Holocauste. À l'heure de la récré, une vidéo inspirante. Ce sera aujourd'hui celle d'un exercice pour travailler l'estime de soi avec des élèves de primaire. Notre chronique hebdomadaire sur le droit, c'est le conseil de discipline de maître Valérie Piot. Et puis pour nous accompagner tout au long de l'émission, Elsa Grangier, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Amal. C'est le grand oral, le thème après Don't Look Up, agir. Elsa, directrice générale de l'ONG Ashoka France, qui est une ONG qui s'occupe de détecter des acteurs de changement et en particulier sur le terrain de l'éducation. Vous êtes également auteur de Rêver grand, ces enfants qui s'engagent pour la planète, paru à une date très bien choisie aux éditions du Seuil. C'était en mars 2020. Award d'argent dans la catégorie responsabilité sociétale au festival Green Award de Deauville pour une série documentaire intitulée Le lobby de Poissy, qui avait été diffusée par France Télévisions. On avait envie, Elsa, de vous entendre aujourd'hui en écho à tous les débats qui accompagnent le succès phénoménal de la comédie Don't Look Up, Déni cosmique. Comédie. On va y revenir. Sorti le 24 décembre, c'est déjà le deuxième film le plus vu de toute l'histoire de Netflix. Pour celles et ceux qui seraient passés à travers du phénomène, une comète se dirige vers la Terre, l'impact est imminent, mais tous les acteurs, du moins la plupart, continuent à agir selon leur petit agenda personnel. Évidemment, tout cela est une métaphore de ce qui se passe avec le réchauffement climatique. Elsa Grangier, votre spécialité, ce sont les jeunes qui s'engagent dès l'école primaire. Qu'est-ce qui fait passer à l'action déjà les enfants ? Pour revenir sur Don't Look Up, peut-être un tout petit mot, vous dire que pour préparer l'émission, je l'ai vu une deuxième fois et je l'ai vu avec mes enfants. Ça a été la plus mauvaise idée que j'ai eue. Quel âge les enfants ? Alors, ils ont 16, 12 et 11. D'accord, grands enfants, des ados et pré-ados. Et puis, ils connaissent Leonardo DiCaprio, etc. Donc, je me suis dit, bon, tiens, comme ça, ils vont voir qu'est-ce que ça va révéler chez eux. Et en fait, autant la première fois, j'avais trouvé effectivement que c'était une comédie, autant la deuxième fois, je ne vous cache pas, Emmanuel, que j'ai trouvé ça assez tragique, voire très anxiogène. Et quand j'ai vu la réaction sur mes enfants que ça provoquait, je me suis dit, mon Dieu, effectivement, c'est pas une très, très bonne idée. Pour revenir après à votre question, c'est sûr que ce film, on se dit, il peut en capaciter la jeunesse à agir, notamment sur la question de l'environnement, mais plus que ça, je pense sur la capacité à être d'accord pour pas être d'accord, sur la capacité... C'est quoi la capacité à être d'accord pour pas être d'accord ? Aujourd'hui, on n'est même pas d'accord pour être en désaccord, en fait. La société est complètement clivée, se polarise de plus en plus, et on peut même plus avoir un débat, entre guillemets, presque apaisé, je dirais. Ça se voit même... On se met à peine d'accord sur les faits. C'est ça, en fait, la problématique. C'est vraiment, pour moi, ce que raconte Don't Look Up, c'est-à-dire que tout est mis à mal, c'est-à-dire que même la science est complètement dévoyée, la politique, j'en parle même pas, mais ça fait quand même quelques années. Avec Meryl Streep qui joue un Trump au féminin plus vrai que nature. Diablement bien, voilà, exactement. Et puis ce cynisme aussi d'un Elon Musk sous les traits de ce fameux entrepreneur qui voit dans le fait que cette comète arrive une nouvelle opportunité business. Donc il y a voilà, tout un pan de la société qui est vraiment décrypté, mis à jour, mais pour autant, j'ai peur que ça vienne... ne faire que constater de nouveau notre incapacité à se mettre en mouvement et que ça pénalise les jeunes là-dedans. Alors, on vous a invité pour nous aider à être optimistes. Jusqu'à présent, c'est un échec. Non, pas du tout. Non, sur le passage à l'action des enfants... Il faut le voir qu'une fois, c'est ce que je dis. Il faut le voir qu'une fois et pas avec les enfants. Voilà, le lobby de Poissy, un lobby pas comme les autres. Ce n'est pas un méchant lobby de l'avenue K à Washington ou à Bruxelles. C'est un gentil lobby qui essaye de changer les choses en matière d'environnement. En quelques mots, cette histoire du lobby de Poissy, cette aventure d'enfant que vous avez, dont vous avez assisté à la naissance d'ailleurs. Oui, j'ai même participé largement. Je fais de la maïeutique quand je l'ai fait accoucher. En fait, c'est un projet très simple. C'est un projet pédagogique d'une classe de CM2 qui s'apprêtait à partir en classe verte et qui, parce qu'elle part en classe verte, est sensibilisée à l'environnement par son institutrice. Et puis, de fil en aiguille, il participe à un concours de BD, il rencontre Hubert Reeves, ce grand astrophysicien très optimiste sur la capacité des humains à gérer ce qui nous arrive sur la tête. Et donc, moi, je tombe complètement en amour de ces enfants. Petit bémol aussi, petit rappel surtout, c'est une classe de réseau d'éducation prioritaire. Donc, on est complètement anti-cliché, comme quoi l'écologie, ce serait que l'apanage d'une certaine catégorie sociale, donc pas du tout, loin de là, et c'est vraiment une problématique universelle. Et puis en fait, ces enfants vont jusqu'à créer la première déclaration européenne des droits de la planète et du vivant qu'ils emmènent au Parlement européen de Strasbourg fin novembre 2019. Un mot rapide avant l'anti-sèche d'Amal, cette enseignante dont vous parlez, c'est Anaïs Villoc, enseignante formidable. Rien ne l'obligeait à faire tout ça. Comment on encourage aussi les enseignants à... Rien ou tout l'obliger. Alors professionnellement, rien.
Non, bien sûr, c'est elle. Après, c'est toujours pareil. Vous savez, c'est le déterminisme de certaines personnes qui se sentent investies et responsables de leur mission. La responsabilité d'Anaïs, c'est comme la mienne, c'est-à-dire de ne rien trouver de mieux à faire que d'être au service de la jeunesse. Donc voilà, elle a mis en place, en plus, elle a même tordu un peu son programme pédagogique pour faire en sorte que les enfants participent au concours de BD, au Parlement des enfants, puissent aller jusqu'à Strasbourg. Elle l'a fait pourquoi ? Qu'est-ce qui peut encourager encore plus d'enseignants à se lancer dans ce genre d'aventure ? Parce que déjà, c'est un métier de vocation, faut le rappeler. En tout cas, elle, c'est comme ça qu'elle le dirait. Et parce qu'elle est profondément attachée plus qu'au vivre ensemble, au faire ensemble. Et elle part du principe que c'est en ayant des projets collectifs, coopératifs, que ce faire ensemble se développe et permettent aussi à ces jeunes de gagner en confiance en soi. Vous allez faire une anti-sèche ou je ne sais plus quelle chronique sur... Dans quelques secondes. La confiance en soi, ça part de là aussi. On peut avoir confiance que parce qu'on se repose aussi sur un collectif. Ça, c'est très important. Alors, la confiance en soi, ce sera un petit peu plus tard. Ce sera à l'heure de la récré. Pour l'instant, l'anti-sèche, elle est sur un sujet plus grave. Mais je vous demanderai dans quelques instants si les enfants peuvent changer le monde. Cette anti-sèche avec Amal, qui est un zoom sur l'actualité, sur la façon dont elle s'articule avec les programmes scolaires, est aujourd'hui dédiée à la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. L'anti-sèche. Chaque année, le 27 janvier, l'UNESCO rend hommage à la mémoire des victimes de l'Holocauste et réaffirme son engagement indéfectible à lutter contre l'antisémitisme, le racisme et les autres formes d'intolérance qui peuvent conduire à la violence ciblée sur un groupe. La mémoire, c'est un sujet, Amal, qui est absolument essentiel à l'école. On le retrouve dans les programmes, dans les classes. Et cette date marque l'anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques. C'était le 27 janvier 1945 et a été officiellement proclamée journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste par l'Assemblée générale des Nations unies le 1er novembre 2005. Une journée pour que les citoyens du monde entier se souviennent des 6 millions de victimes de l'Holocauste et des innombrables vies qui ont été changées à jamais par ce génocide. Beaucoup d'événements sont organisés à cette occasion, notamment pour marquer le 77e anniversaire de la libération de ce camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Et parmi ces événements organisés, il y a une cérémonie de commémoration et un débat sur l'héritage des artistes juifs morts pendant l'Holocauste, mais aussi une exposition au siège de l'UNESCO à Paris et dans les bureaux régionaux de l'UNESCO. Mais à cause des restrictions sanitaires, la plupart des événements se déroulent en ligne. Donc cette journée de souvenirs est l'occasion d'engager une réflexion sur la Shoah et les génocides et de rappeler les valeurs humanistes qui fondent la démocratie. Ce travail de mémoire et de commémoration doit donc passer par les enfants et les adolescents. Alors, question qu'on aborde bien évidemment en cours d'histoire en classe, mais pas seulement. Comment l'institution scolaire en tant que telle participe à cette politique de mémoire ? Eh bien, l'école a un rôle essentiel à jouer dans l'enseignement de l'histoire et la transmission de la mémoire comme objet d'histoire auprès des écoliers, des lycéens et des collégiens. Et dans le cadre de ces journées commémoratives, en plus des cours et en complément des enseignements au programme, en particulier en histoire, les établissements scolaires vont, par exemple, organiser des visites de sites mémoriels, aller à la rencontre de témoins, organiser des débats autour d'un film, par exemple, se rendre à des expositions ou encore assister à des représentations artistiques. Et toutes ces initiatives, elles participent à la sensibilisation des élèves sur le sujet de la mémoire. Il n'y a pas que pour les historiens là-dedans. Oui, il y a aussi un travail interdisciplinaire qui est encouragé. Donc les élèves vont traiter de cette question bien évidemment en histoire, mais pas seulement, aussi dans d'autres matières, en lettres par exemple, à travers l'étude de textes, en enseignement artistique, en philosophie ou encore en éducation civique. Mais pour cela et pour aider les enseignants dans cette tâche, le Mémorial de la Shoah a réalisé en 2012, avec le soutien de l'Éducation nationale, un site internet extrêmement précieux qui est intitulé « Enseigner l'histoire de la Shoah ». Il est destiné à qui ? Nous, on peut aller dessus ou... Il est destiné aux enseignants de l'école élémentaire, du collège et du lycée. Et en fait, il s'appuie sur les programmes scolaires et il met à disposition des équipes pédagogiques de nombreuses ressources directement utilisables en classe relatives à l'histoire de la Shoah et à son enseignement. Et parmi les autres actions éducatives, les élèves et enseignants peuvent par exemple participer au projet européen Convoi 77. Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est un projet qui est porté par une association, je crois me souvenir. C'est ça, par l'association Famille et Amis des déportés du Convoi 77. Il porte sur la mémoire du grand convoi de déportés qui a quitté Drancy pour Auschwitz le 31 juillet 1944. Et pour rappel, ce convoi a emporté vers les camps d'extermination plus de 1000 femmes et hommes et 300 enfants originaires de 37 pays différents. Donc l'objectif de Convoi 77, c'est d'encourager les élèves des différents pays concernés à mener un travail pédagogique qui s'appuie sur la recherche dans leur ville, sur les traces de la vie des personnes déportées par ce convoi. Donc la communauté éducative, elle est invitée à s'associer à cette journée de commémoration. Lors de cette journée, la réflexion permet d'aborder des valeurs fondatrices de l'humanisme,
l'humanisme, la dignité de la personne ou le respect de la vie d'autrui. On va aussi mettre en avant le rôle de tous ceux qui ont contribué à protéger et parfois à sauver les personnes qui ont été persécutées. On le voit, sujet interdisciplinaire. Les enseignants ne sont pas laissés tout seuls là-dedans d'ailleurs. Au niveau de chaque académie, il y a ce qu'on appelle des référents académiques, mémoire et citoyenneté, vers lesquels ils peuvent se tourner pour les aider justement à accéder à toutes ces informations et à construire des programmes adaptés. Oui, c'est ça. Et chacun d'entre eux est chargé sous l'autorité du recteur d'académie d'informer les équipes pédagogiques sur différentes actions menées dans le domaine de la mémoire et de la citoyenneté, d'encourager la participation des élèves et d'assurer le suivi de ces actions. Et pour conclure, toutes ces actions éducatives menées dans le domaine de la mémoire visent à faire acquérir aux élèves les repères de l'histoire à laquelle ils appartiennent et les valeurs de la République qui fondent leur école. Merci beaucoup, Amal Laoui. C'était l'Anti-Sèche du jour. On va reprendre notre discussion sur les effets de Don't Look Up. C'est le grand oral d'Elsa Grangier. Elsa, journaliste, auteure, mais aussi depuis quelques mois directrice générale d'Ashoka France. Avant de parler d'Ashoka, juste un tout petit mot. Donc, ces enfants du lobby de Poissy qui rédigent cette déclaration, qui la portent au plus haut niveau à la Commission européenne, au Parlement d'ailleurs, c'était plutôt au Parlement, autant pour moi, au Parlement européen. Les enfants peuvent changer le monde, c'est bien sérieux ? Évidemment. Mais rappelez-vous de l'enfant que vous étiez. C'est idiot ce type de poser cette question. Enfin, bon, évidemment, franchement, Emmanuel. Mais rappelez-vous l'enfant que vous étiez, surtout, Emmanuel. Vous aviez certainement envie à votre niveau. Oui, on a des rêves, on a des désirs, mais on se demande bien comment on peut peser sur ce monde des adultes. C'est ça l'histoire, c'est qu'en fait, il y avait une absence de coopération peut-être à cette époque-là, puisque l'enfant n'avait pas la même place qu'il a aujourd'hui. Moi, je me souviens des repas. La parole n'était pas très écoutée quand même. Pas écoutée, voire pas entendue, plus que pas écoutée également. Et puis aujourd'hui, les choses changent. Et heureusement, grâce parfois aux réseaux sociaux, parce qu'il y a cet accès aussi à l'information. Alors après, vérifions évidemment toujours nos sources, ça c'est important, et puis développons notre esprit critique. Mais il y a une possibilité de pouvoir s'exprimer de façon beaucoup plus audible que c'était le cas avant. Regardez une Greta Thunberg, regardez même une Camille Etienne, ne serait-ce qu'en France, c'est pareil, ce sont des jeunes qui montrent qu'ils sont en capacité de pouvoir s'intéresser au changement du monde et d'y participer. Ashoka France, une ONG qui encourage les entrepreneurs sociaux. Vous la dirigez. C'est quoi un entrepreneur social ? Un entrepreneur social, c'est un entrepreneur qui cherche à régler un problème fondamental de la société. Et chez Ashoka, il s'attaque aux causes racines des problèmes de société. Là, aujourd'hui, et donc c'est aussi l'idée de School TV, c'est de parler spécifiquement de l'éducation. Moi, je suis convaincue que l'éducation, c'est la cause nationale, voire internationale, voire mondiale, qui doit être gérée par tous les chefs d'État. On le voit, pour les enfants, il y a au moins une aide au déclic du côté des enseignants ou du côté des personnes qui finalement s'inscrivent dans la communauté éducative. C'est ce que vous avez fait autour du lobby de Poissy. Ces entrepreneurs sociaux, eux, ils ont commencé souvent à travailler, puis à un moment, il y a une forme de déclic où ils se disent non, là, je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer dans le modèle actuel. Il est de quelle nature ce déclic ? Est-ce qu'il y a quelques constantes ? Il y a quelques constantes, oui. C'est justement la place de l'enfant et du jeune, ça on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire dans quelle mesure on arrête d'utiliser cette phrase un peu tarte à la crème, c'est pour ton bien. Tant qu'on n'a pas interrogé ce que c'était que le bien pour l'enfant et lui donner justement voix au chapitre, on n'est pas en capacité de pouvoir savoir ce qui est bien pour lui. Donc ça, c'est la première chose, l'intégration des jeunes dans la gouvernance, l'intégration des jeunes dans la participation à la vie éducative. Je vous prends l'exemple de Florence Rizzo de l'association SynLab, pour le coup, qui met en place les nouveaux bâtisseurs, les bâtisseurs du possible, qui est une pédagogie très spécifique où on va interroger les élèves de maternelle ou de primaire pour qu'ils sachent comment on aménage la cour, quel type d'activité on fait. Donc, ils sont vraiment participants et partie prenante en fait des dispositifs et pas bénéficiaires. Mouvement mondial parce que Florence Rizzo, voilà, ça vient d'Inde, ça s'appelle je crois Design for Change. Exactement. Et c'est né dans une ville indienne où les enfants ont carrément réussi à refaire la circulation dans la ville en faisant d'énormes passages piétons avec des fleurs partout. Amal, il faut absolument... il faut y aller en fait, je crois que c'est la seule façon de s'en rendre compte, dans cette circulation qui met en péril la vie des enfants. Cette dimension internationale, elle est fondamentale. Est-ce qu'on n'est pas trop scotché aujourd'hui sur des problématiques nationales ? Oui et non. Après, vous savez, c'est très endémique aussi l'éducation nationale. Chaque pays a sa façon de percevoir les choses. Ce qui est clair, c'est que je crois qu'on a viscéralement besoin d'une ouverture vers l'extérieur et de s'apercevoir que nos modèles éducatifs ne sont peut-être pas les modèles les plus probants. Quand on prend PISA, on s'aperçoit bien des statistiques assez catastrophiques parfois de la France. PISA, qui est cette étude que fait l'OCDE à intervalles réguliers et qui mesure les compétences des élèves de... Alors, il y en a plusieurs variantes, mais la plus connue qui mesure les compétences des élèves de 15 ans dans tous les pays de l'OCDE. Et c'est cette fameuse étude qui
qui montrent qu'en France, on n'est pas si nul que ça. En revanche, qu'on a un problème considérable de différence entre une élite qui est vraiment très très bonne et une incapacité à s'adresser à tout le monde avec des élèves. Voilà, une école très inégalitaire. Exactement. Donc on a effectivement tout intérêt à regarder ce qui se passe à l'étranger, non pas pour copier-coller, mais pour s'inspirer au moins. Et puis mettre en place des pratiques pédagogiques alternatives. On prend une petite respiration, Elsa, et on se retrouve dans quelques minutes. La respiration, c'est la récré, et c'est à mal. Et aujourd'hui, Amal, on parle d'estime de soi. Oui, avec cette enseignante, je vous propose de regarder ce petit exercice fait par cette enseignante. Regardez la réaction de ses élèves, c'est assez intéressant. Mia, à ton avis, c'est qui? Le roi. Le roi? Oui. Je te laisse ouvrir la boîte et découvrir. D'accord. Attends. Oui. Alors, qui as-tu vu? Moi. C'est qui cette personne intelligente, importante, unique et capable? Moi. Tu le savais? Non. Ça te fait quoi de le savoir? Du bien. Ça me fait du bien, ça fait du bien. L'estime de soi joue un rôle déterminant. Amal. Et oui, l'estime de soi a un rôle déterminant. Dès le plus jeune âge, un enfant sur 3 n'a pas acquis une sécurité affective pour réussir à l'école. Et depuis 2008, on encourage les enseignants à promouvoir l'estime de soi et le respect des autres avec ce genre d'exercice que vous venez de voir par exemple. Qu'est-ce qui se passe si les enfants ont une meilleure estime d'eux-mêmes? Si ces enfants ont une bonne estime d'eux-mêmes, ils se feront des amis plus facilement par exemple, ils prendront plus de plaisir aux activités sociales, ça aidera à développer leur esprit créatif. L'estime de soi joue surtout un rôle important dans les performances scolaires et l'école a son rôle à jouer même si elle a des limites puisque l'école n'a pas la capacité d'intervenir sur les facteurs extrascolaires. Voilà, mais elle peut faire, comme on l'a vu dans cette vidéo, un certain nombre de choses extrêmement utiles à l'intérieur des salles de classe avant d'aider les autres. Il faut s'aider soi-même, Elsa Grangier. C'est extrêmement émouvant ce qu'on vient de voir. Oui. Vous vous rendez compte si ça vous arrivait aussi à vous aujourd'hui? J'ai retenu mon émotion en fait. Non, mais il ne faut pas la retenir. Parce que les neurones miroirs, ça marche les neurones miroirs. Et c'est assez fondamental parce que vous avez dit un truc très juste, Amal. Ça développe la capacité de sociabilisation et de se apercevoir qu'on est un maillon d'une chaîne et qu'on développe ce collectif et ce coopératif. C'est pour ça que c'est fondamental d'acquérir ces compétences, ces fameuses soft skills dont on parle, compétences douces. J'aime bien dire douces, moi. Compétences douces, d'estime de soi. Versus les compétences dites dures, les hard skills, qui sont ce qu'on sait faire. Les mathématiques, le français, les règles, etc. Donc ça, c'est clé parce qu'un enfant qui se sent mieux, plus estimé, plus regardé, plus valorisé, est un enfant qui existe dans la société. Vous les avez vus changer, les enfants du lobby de Poissy. Vous avez, je ne sais pas, une anecdote, un souvenir sur l'une ou l'un d'entre eux? Mais elle est géniale, votre question, parce qu'en fait, vous savez, quand on a vocation à changer le monde comme ça, qui est quand même très prétentieux comme mission de se dire Elsa Grangier va changer le monde en emmenant ses enfants au Parlement européen. Derrière, vous avez le Covid. Finalement, cette déclaration, elle existe, elle a le mérite d'exister. Mais ce que ça a changé, véritablement, c'est que ces enfants, un jour, qui viennent de Poissy, un quartier de réseau d'éducation prioritaire, se sont sentis un jour en capacité de pouvoir discuter avec Ursula von der Leyen, François Hollande, Jean-Louis Etienne, Yann Arthus Bertrand, et de proposer ce texte-là. Et cette confiance qui a été semée, elle vaut de l'or, bien plus que tous les changements du monde, avec toutes les télés du monde braquées sur ces enfants. Et c'est vrai que je peux en témoigner pour les avoir vus, ces enfants. C'était au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, avant le confinement, si mes souvenirs sont bons. Et ils parlaient avec un aplomb et une confiance en soi, une certitude de la justice et de la justesse de leur cause qui était tout à fait impressionnante. On reprend le grand oral dans quelques secondes, Elsa Grangier. Merci Amal pour cette récré. Elsa Grangier, directrice générale de l'ONG Ashoka France, auteure de Rêver grand, ces enfants qui s'engagent pour la planète, c'est aux éditions du Seuil, et donc réalisatrice de la série documentaire Le Lobby de Poissy. Vous l'avez eu comment le déclic? Parce que vous avez eu plein de vies professionnelles. D'abord, vous avez commencé par faire bon élève dans la vie, très bon élève même, brillantissime. Non, il ne faut pas exagérer. Vous le prenez pas mal. Non, je le prends pas mal, mais je ne l'ai jamais eu en fait le déclic en vrai, Emmanuel. Je l'ai jamais eu parce que ça a toujours été en moi. Moi, je suis une fille d'immigrés portugais, donc la notion de l'injustice, je l'ai vécue dans les années 80. Donc, comment elle se manifestait? Des railleries, Elsa Pizza, Da Costa, des petites choses comme ça qui aujourd'hui paraissent... tout le monde
ferait des grands cris d'orfraie au regard de ce que j'ai pu subir. Donc ça forge aussi, ça forge un caractère qui a une volonté de rétablir les plateaux de la balance et d'être plus dans une quête de justice sociale. Mais dans un premier temps, les plateaux de la balance, Ils m'emmènent sur une prépa HEC, une école de commerce, et oui, c'est sûr. Et 12 ans de marketing. Donc c'est les plateaux de la balance commerciale. Bah oui, parce que vous savez, l'encapacitation que j'essaie de mettre à profit pour les jeunes que je rencontre, c'est pas quelque chose qui est naturellement venu chez moi, parce qu'il y a le poids des représentations sociales. Il y a le poids de cette volonté d'être dans l'ascenseur social aussi quand on est une fille d'immigrés comme moi. Donc il y a plein de choses qui font que on ne s'autorise pas en fait à dire bon bah. Alors je retire ma question, je retire du moins le mot déclic de ma question. Le moment où vous vous autorisez Le moment où je m'autorise, c'est quand je crée ma première entreprise. Et que beaucoup de mes amis ont cru que c'était un passe-temps et n'ont pas compris que ça allait être un espèce de... Ils n'avaient jamais créé d'entreprise. Déjà, ouais, je pense, ça c'est sûr. Et puis oui, en plus ça a été une entreprise que j'ai dédiée à l'enfance, parce que c'était pour les parents, pour faire en sorte que les parents, avidemaman.com, pour rétablir justement le pouvoir des consommateurs sur le discours des marques et choisir une poussette quand on en a vraiment besoin pour les bons, avec les bons critères. Donc ça a vraiment changé. Et puis après, ça a été un envol parce que mes ailes se sont déployées et j'ai cherché à chaque fois à mettre beaucoup plus de justice sociale dans toutes les actions que j'étais en train de mener. D'éducation et de jeunesse, ça c'est ça c'est une ligne, ça. Être au service de la jeunesse et des jeunes, je pense que c'est quelque part se réparer aussi soi. C'est parce que moi je me suis pas autorisée, donc je veux que les autres s'autorisent plus vite. Maman, c'est vous qui avez parlé de vos enfants dès le début de cette émission, depuis assez longtemps. Est-ce que justement ces expériences cumulées autour des questions d'éducation, ça a changé votre façon d'être maman et de quelle façon ? Oui, je pense que déjà le fait d'avoir plusieurs enfants, ça change aussi le fait d'être maman. On n'est pas maman d'un premier comme on est maman d'un troisième non plus. Déjà, on se fait un peu plus confiance, on s'autorise aussi beaucoup plus de choses. Et puis, avoir 16 ans et avoir 11 ans, on n'est pas traversé par les mêmes questionnements non plus. Donc ça me demande une agilité, une capacité aussi de remise en question et d'écoute et de pas avoir l'impression que parce que je fais des choses dans ma vie professionnelle, c'est suffisant pour laisser mes enfants penser que je suis une personne aimable. J'ai aussi un travail à faire à la maison pour continuer à avoir ce rapport-là avec eux. Alors, n'y voyez aucun lien de cause à effet, mais c'est l'heure maintenant de la rubrique Conseil de discipline avec Maître Valérie Piot. Conseil de discipline, c'est notre chronique consacrée aux droits et notamment aux droits des élèves. Et comme la chronique s'appelle Conseil de discipline, eh bien, ce premier volet est consacré au Conseil de discipline. Bonjour. Que faire lorsque vous apprenez que votre enfant est convoqué au Conseil de discipline ? Premier réflexe, vous allez aller voir le dossier auprès de l'établissement scolaire. En fait, c'est à l'établissement scolaire de prouver les faits et donc il faut savoir les éléments de preuve qui sont dans le dossier. Que risque votre enfant lorsqu'il est convoqué à un conseil de discipline ? Attention, il risque l'exclusion définitive. Il faut donc bien prendre sa défense au sérieux. Comment préparer sa défense ? Déjà, que faire avant le conseil de discipline ? Première chose, vous allez réfléchir si vous voulez vous faire assister. Vous pouvez être assisté d'une personne de votre choix. Ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un de l'association des parents d'élèves, ça peut être un ami ou quelqu'un de la famille. Et ça peut être une aide importante pour vous. Vous allez vous retrouver face à 14 personnes avec des représentants de l'établissement scolaire, des représentants parents, des représentants élèves. Deuxième chose, préparez des témoignages et préparez des pièces pour votre dossier. Vous pouvez tout à fait demander au chef d'établissement de convoquer des témoins et sinon, vous pouvez recueillir des témoignages. Après, si vous avez le temps, vous pouvez envoyer un courrier avec ces pièces avant le conseil de discipline. Sinon, vous amenez ces pièces lors du conseil de discipline. Quels arguments mettre en avant lors du conseil de discipline ? Il y a deux types d'arguments. D'abord, est-ce que votre enfant a commis ou non les faits qui lui sont reprochés ? Si votre enfant conteste les faits, par exemple, on lui reproche d'avoir actionné l'alarme incendie de l'établissement scolaire, vous allez produire des témoignages d'autres élèves qui vont dire que votre enfant n'était pas à l'endroit à ce moment-là et donc que ce n'est pas lui qui a commis les faits. Après, s'il a commis les faits, il faut bien expliquer aussi les circonstances au conseil de discipline. Par exemple, s'il lui est reproché des propos sur WhatsApp, des insultes à l'encontre d'un élève et que dans le dossier disciplinaire, il n'y a que les propos isolés de votre enfant, vous allez produire l'intégralité de la conversation. Si c'est des échanges entre adolescents, on va voir par exemple qu'il y a des insultes réciproques. Si l'enfant a commis les faits, ne pas hésiter à s'excuser lors du conseil de discipline. Il est important
important que l'enfant montre au conseil de discipline qu'il a compris ce qu'on lui reproche et surtout qu'il ne va pas recommencer. Après, le deuxième type d'argument qui est important, c'est de présenter votre enfant au conseil de discipline parce que la sanction va être proportionnelle et individualisée. Donc, est-ce que votre enfant a déjà eu ou non par le passé des problèmes au sein de l'établissement? Est-ce qu'il a déjà eu des sanctions? Est-ce qu'on vous a alerté ou non sur des problèmes par rapport à votre enfant? Après, mettez en avant aussi si votre enfant a des problèmes médicaux, si par exemple votre enfant a été diagnostiqué s'il a un trouble de l'attention, s'il a été diagnostiqué surdoué. Dans ces cas-là, produisez des certificats du médecin. Admettons qu'on lui reproche un propos qui va être insolent. À ce moment-là, le médecin expliquera par exemple que par rapport à son trouble de l'attention, il a du mal à gérer ses émotions. Après, bien montrer votre place en tant que parent, que vous êtes présent pour dialoguer avec l'établissement scolaire et ce que vous allez mettre en place ou ce que vous avez déjà mis en place avec votre enfant, notamment par rapport à ce qui lui est reproché, par exemple un suivi psychologique ou le fait qu'il soit suivi par des professionnels. Voilà, donc bien s'inscrire aussi dans un dialogue avec l'établissement scolaire. Après, vous aurez un délai de 8 jours pour faire appel, une fois que la décision du conseil de discipline vous aura été notifiée. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour bien défendre votre enfant au conseil de discipline. Et donc, on respire un grand coup, on va bien se défendre. Elsa Grangier, le rapport au droit, le rapport à ce qui est juste, à ce qui ne l'est pas, c'est essentiel aussi dans ce qui va faire passer à l'action. Exactement, donc la maîtrise aussi du fait d'être un citoyen, et c'est pour ça que pour moi l'école c'est le berceau de l'engagement citoyen avec l'éducation morale et civique, de comprendre quel est l'armada de droits auquel on appartient aussi et ce sur quoi on peut agir. Et puis parfois il faut aussi faire preuve de temps en temps de désobéissance civile, parce que le droit c'est une photographie à un instant donné d'une façon dont une société est constituée. Et la société c'est le film. Et ça ne vous a pas échappé qu'elle bouge beaucoup et qu'elle est assez complexe. En parlant de film, Don't Look Up d'Annie Cosmic, on en parlait en introduction d'émission, on a tous des moments de doute, des moments de découragement. Alors peut-être que vous n'en avez jamais, mais si d'aventure vous en avez parfois, votre truc, votre geste qui sauve, c'est quoi? Non, j'en ai assez rarement. La seule chose qui me panique, c'est de ne pas avoir suffisamment de temps. C'est ça, mon problème, c'est la temporalité des actions et le fait de mettre tout vite en place. Et parfois, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et même sur des enjeux aussi majeurs que ceux qui nous traversent, que nous traverserons, il faut être en capacité parfois de s'arrêter et de bien observer pour prendre son temps. Elsa Grangier, merci beaucoup. Votre livre, je rappelle le titre, Rêver grand, ces enfants qui s'engagent pour la planète, c'est aux éditions du Seuil, sorti, je le disais au début, en mars 2020, ce n'était pas la date du siècle, mais on le trouve toujours, on peut toujours le lire. Ça raconte notamment toute cette histoire du lobby de Poissy qui a porté jusqu'au Parlement européen cette déclaration qui a été rédigée avec des enfants de combien de pays d'ailleurs? Je ne l'ai pas dit. 10 pays d'Europe, 15 classes, 310 élèves. Voilà, un travail absolument formidable. Et vous êtes directrice générale de l'ONG Ashoka France. Amal, merci beaucoup. On va se faire des petits trucs d'estime de soi, d'accord? On va bien commencer les journées, on va faire des exercices. C'est la fin de cette quotidienne. Évidemment, vous restez sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.